Une femme oublie son mariage, mais qui s'intéresse à son silence. Bienvenue sur Dossier, je suis votre animateur. Étienne, commentez d'où vous écoutez aujourd'hui. Je suis impatient. Avec vous, chaque énigme devient pénétrable. Commençons. C'était le genre de journée qui faisait oublier tous les soucis. Un doux soleil filtrait à travers les sycomores bordant la verdure, et le parfum de la lavande, mêlé à l'herbe coupée, flottait paresseusement dans la brise. La fête de l'église Sainte-Mildred avait attiré presque tous les habitants de Little Witchwood, un village fier de deux choses, l'excellence de sa confiture de roses et l'improbabilité qu'il s'y passe quoi que ce soit d'intéressant. Il y avait des tombolas, un concours de gâteaux, dont le gâteau Victoria de Madame Talbot semblait destiné à gagner pour la 3e année consécutive, et une table où l'on pouvait deviner le poids du chien du vicaire pour 6 pence. Même Miss Marple, avec son cardigan bleu ciel et ses gants blancs, était visible près du stand de limonade, dégustant joyeusement une boisson plutôt sirupeuse préparée par la jeune Meg Ryder, la nièce du docteur. « Il y a eu beaucoup de monde cette année, Jane », dit le révérend Calvert en tirant légèrement sur son col trop serré. « J'ose dire que le Seigneur approuve les collectes de fonds qui s'accompagnent de scones à la confiture et de chaises longues. » Miss Marple hocha la tête, les yeux pétillants. « En effet, vicaire, même si je dis toujours que ce n'est pas tant ce que Dieu approuve qui compte, mais plutôt ce que nous faisons discrètement, à l'abri des regards. Avez-vous goûté les macarons à la noix de coco? Un vrai péché, je dois dire. » Mais le véritable centre d'attention, ce jour-là, était une jeune femme assise maladroitement sous le treillis de glycine, près de l'urne à thé. Elle portait une robe vert pâle, bien trop fine pour le mois de juin, et son expression troublée ne correspondait pas à l'ambiance festive. Plusieurs villageois lui jetèrent des regards en coin, tout en faisant semblant de redresser des assiettes ou d'ajuster les banderoles. Miss Marple remarqua ces regards. Elle remarqua aussi les chaussures de la jeune femme, éraflées, pratiques, et les bords effilochés des poignets de son manteau, comme si elle avait fait ses bagages à la hâte ou les avait portés plus longtemps que d'habitude. « Elle n'est pas d'ici », murmura Madame Bunbury Scott, à qui voulait l'entendre. « Elle est arrivée hier soir à l'auberge King's Folly, demandant une chambre et se faisant appeler Madame Iris Lawton, jeune, discrète, pas de bague au doigt, bien qu'elle se dise mariée, très étrange. Elle ne savait même pas d'où elle venait, ajouta Meg Ryder, baissant la voix d'un air conspirateur en distribuant des carrés au citron. Elle a dit qu'elle avait continué à marcher jusqu'à ce qu'elle voie le panneau indiquant « le village ». C'est étrange, non? Miss Marple, assise sur un banc en bois, avec une vue imprenable sur toute la fête, sirotait son thé avec une légère curiosité. Elle avait déjà entendu 3 versions différentes de l'histoire et avait trouvé chacune de petites contradictions révélatrices. La jeune fille était arrivée à pied. Non, elle était arrivée en bus. Elle avait une valise. Non, seulement un sac à main. Elle avait demandé une chambre parce que son mari la rejoignait plus tard. Ou était-ce parce qu'elle avait oublié où elle devait être? Les villageois adoraient les mystères, surtout lorsqu'ils pouvaient être résolus confortablement installés dans un fauteuil de jardin. Ce n'est qu'en milieu d'après-midi que la jeune fille se leva d'un pas hésitant et se dirigea vers le banc de Miss Marple. Ses yeux étaient un gris pâle, et il y avait quelque chose de vide en eux, comme quelqu'un qui écoute perpétuellement un son trop faible pour être entendu par quelqu'un d'autre. « Puis-je m'asseoir ici ?»« Bien sûr, ma chère, » dit gentiment Miss Marple, en déplaçant son sac à main pour faire de la place. « Je crois que vous avez déjà goûté au meilleur rafraîchissement de la fête.
Mais il reste encore quelques tartes à la rhubarbe, si vous êtes courageuse. » La fille esquissa un sourire pâle. « Je ne suis pas sûre d'avoir faim. Je ne sais pas vraiment ce que je fais ici. »« On est deux, » dit Miss Marple d'un ton aimable. « Mais n'est-ce pas la vie? On se retrouve dans des situations étranges, plus souvent qu'on ne veut bien l'admettre. Je suis Jane Marple. »« Oui, je m'appelle Iris. » Elle hésita. « Iris Lawton. Et M. Lawton vous rejoint plus tard. Où est-il déjà là? » Iris cligna des yeux. « Je crois que je suis mariée. Enfin, je dois l'être, non? J'ai l'impression que je devrais l'être. Mais je ne me souviens plus très bien de lui. Je me dis juste que je devrais être ailleurs. Quelque part. Pas ici. » Miss Marple lui lança un regard chaleureux et encourageant. « Pauvre petite, ça a l'air effrayant. C'est comme se réveiller d'un rêve sans savoir où il s'arrête et où commence la vraie vie. » Iris fixait l'herbe. « On me pose sans cesse des questions. Qui je suis? D'où je viens? Mais quand j'essaye de répondre, j'ai l'impression de mentir, même si ce n'est pas le cas. » Miss Marple resta silencieuse un long moment. Une fille oublieuse n'était pas une nouveauté pour elle. Elle avait connu des femmes qui avaient traversé la guerre avec la mémoire intacte, pour découvrir plus tard que la maternité ou le deuil les avaient dispersées. Mais cela lui semblait étrange. « Tu as peut-être reçu un coup sur la tête? »« Non, » dit lentement Iris. « Je ne crois pas. Mais il me manque quelque chose, je le sens, comme quelque chose dont je ne veux pas me souvenir. » Ils furent alors interrompus par un cri de la femme du pasteur qui avait accidentellement renversé un bol de tarte aux framboises sur ses genoux. Le vacarme dissipa la tension, et Iris se leva vivement. « Je devrais y aller. Je suis désolée. »« N'y pensez pas, » dit Miss Marple. « Si vous avez besoin de compagnie plus tard, ma maison est juste à côté du chemin, après la boucherie. Numéro 4. Le jardin est rempli de roses trémières, difficiles à manquer. » Ce soir-là, la paix de Little Witchwood se fissura comme la croûte de sucre sur une crème brûlée. La jeune fille, Iris Lawton, a été retrouvée morte dans sa chambre au King's Folly. On l'avait vue se coucher tôt, un mal de tête, rien de plus. Aucun signe de lutte. Les draps étaient à peine froissés, ses chaussures soigneusement rangées aux pieds. Mais ses yeux, lorsque la femme de chambre la trouva le lendemain matin, étaient grands ouverts, fixés au plafond, comme si elle s'était souvenue d'un terrible souvenir juste avant que son cœur ne s'arrête. Le docteur Weatherby marmonna un choc aigu, peut-être de cause naturelle, bien que son expression suggérait le contraire. La police fut appelée. L'agent Trent fit de son mieux pour paraître compétent. Mais le village savait une chose que la police ignorait. Madame Iris Lawton, qui n'était peut-être pas mariée du tout, s'en souvenait clairement quelque chose, et quelqu'un avait fait en sorte qu'elle n'en parle jamais. Depuis sa fenêtre aux rideaux de dentelle, Miss Marple regardait pensivement l'auberge, ses aiguilles à tricoter arrêtées au milieu de la rangée. Elle n'avait rencontré la fille qu'une seule fois, mais cela avait été largement suffisant. Le lendemain, en milieu de matinée, Little Witchwood bourdonnait d'un bourdonnement bien plus fort que le chant des abeilles dans les haies de lavande. Les ragots avaient repris leur envol, voltant dans les ruelles comme des banderoles arrachées par le vent. Au magasin général de Fenton, impossible d'acheter ne serait-ce qu'une boîte de sucre d'orge, sans avoir d'abord écouté le récit haletant de Madame Lively sur son expérience. Toujours il a dit que cette fille avait quelque chose d'étrange. À la poste, M. Dawlish a refusé d'admettre qu'il s'agissait de plus qu'un évanouissement. Les évanouissements peuvent ressembler étrangement à la mort quand le médecin a une mauvaise vue.
a-t-il insisté. Pendant ce temps, Madame Talbot commençait à préparer un gâteau de condoléances, un biscuit à l'orange, au sirop de clous de girofle, au cas où ce serait une vraie mort, pauvre agneau. Et au milieu de cette vague de spéculations grandissantes, se tenait Miss Jane Marple, ses gants boutonnés, ses chaussures cirées et son expression indéchiffrable. Elle était montée tôt le matin, à la folie du roi, sous prétexte de récupérer un livre qu'elle avait prêté par erreur à M. Crispin, l'aubergiste, un livre qu'il n'avait visiblement jamais possédé et dont il ne savait pas trop comment discuter. Tandis que Miss Marple était introduite, une odeur de cire à la lavande et de hareng trop cuit se mêla au couloir. Elle ne regarda pas la chambre d'amis où Iris avait été trouvée, mais elle remarqua, d'un œil qui ne manqua pas, la position de la rampe d'escalier, le tableau encadré de chiens de chasse dans le hall, et le registre de l'auberge, ouvert sur le comptoir, avec une tache d'encre où quelqu'un avait raté quelque chose. « Affaire épouvantable », murmura M. Crispin, en lui tendant un exemplaire relié en cuir de persuasion. « J'ai à peine dormi, je peux vous le dire. Juste une petite fille. Elle disait être mariée, mais aucun mari ne s'est jamais présenté, et pas un seul papier dans son sac pour dire qui elle était vraiment. Pas de lettre, pas d'adresse, rien. Pas de clé non plus, demanda doucement Miss Marple. C'est drôle que vous posiez cette question, dit M. Crispin en se frottant le menton. Elle avait la clé de la chambre sur elle, mais quand on l'a trouvée, eh bien, elle n'était pas dans la serrure, juste posée sur la commode, bien rangée, comme si elle attendait quelqu'un, ou qu'elle ne voulait pas être dérangée. Miss Marple glissa le livre dans son sac à main. On se demande si elle ne l'a pas placé là elle-même, n'est-ce pas? Il cligna des yeux. Eh bien, oui, bien sûr. Qui d'autre l'aurait fait? Miss Marple sourit poliment. Bien sûr. Dehors, les cloches de l'église sonnèrent l'heure, et elle prit le long chemin du retour, passant devant le cottage de Madame Bunbury Scott, où le club de jardinage féminin avait délaissé les chrysanthèmes au profit de fleurs plus macabres, spéculations, soupçons et théories animées. Mademoiselle Hartley était persuadée qu'il s'agissait d'un suicide. Les jeunes d'aujourd'hui sont terriblement fragiles. Madame Edgeworth penchait pour le poison. Elle avait ce regard, vous savez, celui du genre nerveux qui boit de la quinine et pleure jusqu'à s'endormir. Mademoiselle Marple lança Madame Bunbury Scott depuis son porche. Vous l'avez vue hier, n'est-ce pas? Cette pauvre fille vous a-t-elle semblé troublée? Miss Marple réfléchit. Troublée, oui, mais pas fragile. Il y avait une certaine vigilance en elle, pensai-je. Comme si elle craignait quelque chose, pas les villageois, mais peut-être l'idée que quelqu'un puisse la reconnaître. Les oreilles de Madame Edgeworth se dressèrent. Alors vous pensez qu'elle se cachait de quelqu'un? Je pense, dit Miss Marple calmement, qu'elle voulait vraiment ne pas être retrouvée. En fin d'après-midi, l'enquête officielle commença. L'inspecteur Craddock arriva du commissariat du comté dans une robuste voiture noire, accompagné du sergent Drummond, dont le principal talent semblait être de prendre des notes et d'afficher un air poliment déconcerté. Miss Marple avait une affection particulière pour l'inspecteur Craddock. Il était l'un des rares policiers à connaître la valeur de l'opinion d'une vieille dame et avait depuis longtemps cessé de la sous-estimer. Il se présenta chez elle immédiatement, après avoir parlé au médecin et à l'aubergiste, acceptant une tasse de thé sans hésitation et l'observant par-dessus le bord de sa tasse en porcelaine, tandis qu'elle racontait sa conversation avec Iris. Elle ne se souvenait pas du nom de son mari, demanda-t-il. Non, dit Miss Marple, ou si elle le savait, elle ne le dirait pas.
Elle parlait du mariage comme d'un brouillard qu'elle avait traversé un jour, quelque chose qu'elle connaissait, mais qu'elle ne souhaitait pas examiner. Craddock se renversa en arrière. Elle avait un sac à main. Pas de passeport, pas de lettres. Mais nous avons trouvé un talon de billet de train de la gare de Marylebone, daté d'avant-hier, 2e classe, Londres-Brackminster. Cela situerait son arrivée juste avant le crépuscule, murmura Miss Marple. Brackminster est à 5 kilomètres d'ici. Elle a dû prendre le bus ou marcher. Aucun témoin. Et pas de bagages? Personne n'en a vu. Craddock tapota son carnet. Tout cela est très étrange. Aucun signe de violence, ni alcool ni drogue dans son organisme. Weatherby vient de me remettre le rapport préliminaire. Mais il y avait des traces de belladone, en quantités infimes. Pas assez pour tuer. Peut-être une dose restante, si elle en avait fait un usage médicinal. Ou si quelqu'un le lui avait donné, ajouta doucement Miss Marple. L'inspecteur ne sourit pas. C'est ce qu'on va voir. Après son départ, Miss Marple a fait quelque chose qu'elle faisait rarement. Elle est allée directement à la bibliothèque du village. C'était, en apparence, un bâtiment ordinaire, aux fenêtres poussiéreuses et à l'intérieur qui sentait le roman humide et la cire d'abeille. Mais la bibliothécaire, mademoiselle Elspeth Wood, était à la fois méticuleuse et dotée d'un regard particulièrement perçant. Lorsque mademoiselle Marple demanda si des jeunes femmes étaient entrées récemment, peut-être pour consulter les vieux registres ou les carnets d'adresse. Mademoiselle Wood cligna des yeux, puis inclina la tête. Là, elle était une fille, maintenant que tu en parles. Hier matin, peu après 10 heures, pâle, nerveuse, elle a demandé à voir l'annuaire. Celui du coin? Non, répondit mademoiselle Wood. Le volume du Grand Londres. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple auraient n'en peut-être cliqué si elle les avait apportées. A-t-elle dit ce qu'elle cherchait? Elle n'a rien dit. Elle a juste noté un numéro au dos d'un paquet de cigarettes, puis elle a demandé où était la cabine téléphonique. Est-ce qu'elle a passé l'appel de là-bas? Je suppose que oui, je l'ai vue remonter le chemin. Miss Marple la remercia et partit, son esprit tissant des liens là où il y avait autrefois des trous. Un ticket de train, un numéro copié dans l'annuaire londonien, une jeune fille qui avait oublié son mari, peut-être pas par hasard, et quelqu'un, quelque part, qui avait appris qu'elle était à Little Witchwood et l'avait contactée avant que la vérité ne soit révélée. De retour à la folie du roi, le sergent Drummond n'avait aucune chance avec le registre. La ligne barrée devant Madame Iris Lawton était illisible, fortement effacée. Craddock la fixa du regard. Elle a d'abord écrit quelque chose, a-t-il dit. Puis elle a changé d'avis. Cela aurait pu être une erreur, a déclaré Drummond. Craddock secoua la tête. Ça aurait pu être son vrai nom. Le seul autre objet intéressant était une carte postale glissée dans la poche latérale du sac à main d'Iris. Un objet bon marché, représentant une plage avec des parasols rouges et blancs. Au dos, à l'encre tremblante, figurait une ligne unique. « Tu ne me connais pas, mais je te connais. » Pas de nom, pas d'adresse, pas de timbre-poste, juste laissé là, comme un murmure du passé. Alors que le crépuscule s'épaississait, l'auberge restait silencieuse, les volets tirés, comme si elle retenait son souffle, et dans son jardin, taillant un rosier rebelle avec des doigts prudents, Miss Marple fredonnait pour elle-même. Elle avait vu le regard d'Iris, le faible déco de quelqu'un attendant d'être attrapé, et celui qui avait envoyé cette carte postale l'avait finalement rattrapé. Miss Marple, bien sûr, n'avait aucune intention de les laisser s'échapper à nouveau. Le lendemain de la visite de l'inspecteur Craddock,
Miss Marple se leva plus tôt que d'habitude. Elle déjeuna de pain grillé complet et d'un œuf à la coque, ses pensées ne quittant jamais le regard vide d'Iris Lawton et la phrase inquiétante griffonnée sur la carte postale. « Vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. » Ce n'était pas seulement l'ambiguïté du message qui la troublait, c'était l'idée de familiarité instrumentalisée. Quelqu'un du passé d'Iris l'avait retrouvée. Elle n'avait pas partagé cette inquiétude lorsqu'elle avait rencontré Meg Ryder peu avant midi. Meg, les joues rouges et sentant encore légèrement le lemon kurde de la cuisine de sa mère, avait proposé d'accompagner Miss Marple au cimetière pour l'aider à ramasser des boutures pour la décoration de table des auxiliaires féminines. « Trop horrible », dit Meg en poussant le portail, en fer forgé. On dit qu'elle avait l'air paisible. Je pense que c'est pire, vraiment. Comme quelqu'un qui ferme un livre à moitié. « La paix peut être un masque, ma chère, » répondit Miss Marple. « Tout comme une pièce propre peut mieux cacher un crime qu'une pièce en désordre. » Meg fronça les sourcils. « Vous pensez qu'elle a été assassinée, alors ?» La police ne l'a pas dit, pas publiquement. Ils ne le feraient pas avant d'en être certain. Mais je crois qu'elle avait peur, et j'ai souvent pensé que la peur est comme une fêlure dans la porcelaine. Même quand on la répare, la lumière transparaît. Ils coupèrent quelques brins de lilas et de bruyère blanche, en silence pendant un moment. Puis Miss Marple demanda « Meg, as-tu remarqué quelque chose d'étrange le jour de son arrivée? Autre chose que les ragots que nous avons tous entendus ?» Meg hésita. Elle m'a juste demandé où était la pharmacie la plus proche. Je lui ai dit que celle de Brackminster serait encore ouverte, mais elle n'y est pas allée. Elle est restée là, à réfléchir. Je m'en souviens parce qu'elle m'a soudain demandé « Quel est le contraire de lavande ?» Miss Marple la regarda fixement. « De la lavande ?» Oui, ça semblait une question bizarre, mais j'ai ri et j'ai dit « térébenthine » parce que c'est ce que maman utilise pour frotter la cire de lavande sur le bois. Miss Marple rangea cela. Encore de la lavande. La jeune fille était morte, dans une pièce légèrement parfumée, au cirage à la lavande. Et maintenant, la question, aussi absurde qu'elle puisse paraître, laissait entrevoir un lien intérieur, un lien qu'Iris ne pouvait exprimer directement. De retour à son cottage, Miss Marple fit un saut au presbytère. Elle avait une excuse toute prête, une question sur les fonds collectés pour les robes de chœur. Mais ce qu'elle désirait vraiment, c'était une conversation avec l'épouse du révérend Calvert, Béatrice, qui était devenue, par la force de sa volonté et de ses convenances, la gardienne des archives sociales de Little Wishwood. « Du thé, Miss Marple », proposa Béatrice, en la faisant entrer, disposant déjà des biscuits sur une assiette, sans attendre de réponse. « Merci, ma chère. Je ne resterai pas longtemps. » « Oh, c'est absurde. Tu es la personne la plus logique de ce village. Franchement, si j'entends encore une personne suggérer que la fille était une espionne étrangère. » Miss Marple sourit poliment. « Je me demande, Béatrice, est-ce que vous gardez les faire-part de mariage de la Brackminster Gazette ?» Béatrice rayonnait. « Oui, coupés et classés par année. Pourrais-je voir ceux de 1946 à 1950 ? Bien sûr, c'est assez précis. » Miss Marple accepta son thé sans donner d'explication. Une demi-heure plus tard, elle était assise dans le salon du presbytère, feuilletant un dossier en papier, Kraft, impeccable, tandis que Béatrice tricotait un châle à proximité. Elle ne cherchait pas Iris Lawton. Ce nom ne donnerait rien, mais l'écriture de la carte postale. Si Iris avait autrefois porté un autre nom et s'était effectivement mariée, il y aurait une trace légale.
Et dans un village comme Little Witchwood, dont la population changeait rarement, la Gazette couvrait souvent aussi les villes voisines. C'est vers la fin du dossier de 1948 que Miss Marple l'a trouvé. Mariage annoncé entre M. Charles Geoffrey Lawton, de Kensington, et Mademoiselle Irène Martha Willis, de Highgate, le 12 juin. Irène, pas Iris, assez proche pour que quelqu'un puisse la changer ou l'oublier. Miss Marple plia la coupure et se leva. « Merci, Béatrice, vous m'avez été d'une aide précieuse. » Alors qu'elle sortait sous le soleil de juin, l'esprit déjà bourdonnant d'idées, elle vit l'inspecteur Craddock remontant d'un pas rapide le chemin menant à l'auberge. Il la remarqua et s'arrêta. « Tu es juste la personne que je venais voir. »« J'essaie de l'être, » dit-elle d'un ton léger. « Quelle nouvelle ?» Nous avons confirmé que la jeune fille était bien mariée. Son mari s'appelle Charles Lawton, avocat, basé à Londres, antécédent confidentiel. Nous lui avons téléphoné. Il affirme ne pas l'avoir vue depuis plus d'1 an. A-t-il dit pourquoi? Il a dit qu'elle s'était enfuie. Dépression, pensa-t-il. Il a affirmé qu'elle avait toujours été imprécise. Elle n'a laissé aucun mot, aucun indice d'où elle était allée. Il a supposé qu'elle était partie à l'étranger ou quelque part. Miss Marple haussa un sourcil. Et il ne l'a jamais signalé? Apparemment, il pensait qu'il valait mieux éviter tout scandale. Pas d'enfant, pas de biens à partager. Il a laissé tomber. Les hommes peuvent être si pragmatiques quand il s'agit de commodité. Craddock hocha la tête. Nous sommes encore en train de confirmer son alibi, mais quelque chose cloche. Tout à fait. Inspecteur, pourriez-vous m'emmener avec vous lorsque vous lui rendrez visite? Il la fixa du regard. Tu veux venir à Londres? Juste pour lui poser quelques questions. Elle m'a parlé, voyez-vous, brièvement, mais suffisamment pour suggérer qu'elle ne fuyait pas. Elle cherchait. Craddock expira. D'accord, si vous êtes homme prêt à faire le voyage. Je crois que c'est nécessaire. 2 jours plus tard, Miss Marple et l'inspecteur Craddock arrivèrent dans une maison mitoyenne modeste, mais bien entretenue de Kensington. M. Lawton ouvrit lui-même la porte. Il avait la quarantaine, une tenue soignée, les mains pâles et le regard creux d'un homme depuis longtemps, résigné à l'indifférence. « Monsieur Lawton, » dit Craddock en entrant, « voici mademoiselle Jane Marple. Elle a parlé à votre femme la veille de sa mort. » Le visage de Lawton tressaillit légèrement, mais Miss Marple le remarqua. « Vous la connaissiez sous le nom d'Iris, » dit-elle, « mais elle est née Irène, n'est-ce pas? » Je crois que oui, dit-il avec prudence. Elle n'a jamais aimé ce prénom, trop démodé. Elle a changé bien plus que son nom, dit Miss Marple à voix basse. Elle a changé jusqu'à son apparence. On ne se souvenait plus d'elle, elle était devenue quelqu'un d'autre. Elle avait des crises, dit-il. Elle disparaissait, oubliait des choses. J'ai essayé de l'aider, mais elle a fini par devenir distante. Je n'arrivais plus à la joindre. J'ai pensé qu'il valait mieux la laisser partir. Vous avez reçu un appel téléphonique il y a 3 jours, n'est-ce pas? Demanda soudain Craddock. Lawton cligna des yeux. Non, Oui, mais c'était juste une farce, une femme qui n'a pas dit qui elle était. Elle m'a demandé si je savais encore où j'étais le soir de notre mariage. Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Et où étiez-vous, monsieur Lawton ?» Sa voix était monocorde. « J'étais à l'hôtel Ambrosia. Nous avons passé notre lune de miel à Rye. »« Et il s'est passé quelque chose là-bas ?» Une pause. « Pourquoi me demandes-tu ça ?»« Parce que votre femme s'est souvenue de quelque chose. » dit doucement Miss Marple.
Quelque chose de cette nuit-là. Je crois que quelqu'un l'a menacée par la suite, peut-être pour garder un secret qu'elle avait enfoui, peut-être pour la réduire au silence, à jamais. Lawton se leva. C'est absurde. Si elle avait peur, ce n'était pas de ma faute. Craddock le regarda durement. Nous allons confirmer votre alibi, monsieur Lawton. Veuillez ne pas quitter la ville. Dehors, le ciel s'était couvert. Les trottoirs londoniens étaient couverts de bruines fraîches. Miss Marple et Craddock se tenaient au bord du trottoir, sans parler un seul instant. « Eh bien ?» demanda-t-il finalement. Elle ne le craignait pas, dit Miss Marple. Elle craignait quelque chose dont elles avaient toutes deux été témoins ou commises. Et maintenant, je crois savoir ce qu'il faut rechercher. Qu'est-ce que c'est? Lavande et térébenthine. Il lui lança un regard perplexe. Mais Miss Marple se retournait déjà vers la gare. Il y avait quelque chose, une absence, qui planait au cœur de ce mystère. Et au cours de sa longue vie passée à observer les cœurs humains, Miss Marple avait appris que c'est sur les absences, plus que sur la présence, que se construit souvent la vérité. Il était tard dans l'après-midi lorsque Miss Marple retourna à Little Wishwood. Le train en provenance de Londres était arrivé en gare de Brackminster sous un ciel maussade et bas. Et malgré sa fatigue visible, elle restait déterminée tandis qu'elle quittait le quai pour rejoindre le taxi qui l'attendait. Elle avait décliné l'offre de l'inspecteur Craddock de lui envoyer quelqu'un. Il y avait des moments où une promenade tranquille, dans un taxi de village délabré, était préférable à la compagnie, surtout lorsqu'on avait besoin de réfléchir. Tandis qu'il remontait le chemin sinueux qui menait au village, ses pensées se tournèrent à nouveau vers Iris, ou plutôt vers Irène. Irène Martha Willis, autrefois mariée, disparue, est revenue sous un nouveau nom, avec un vague souvenir de sa vie passée. Ou était-ce un vague souvenir? Tout court, se demanda Miss Marple. Parfois, on n'oublie pas parce qu'on ne se souvient pas, mais parce qu'on n'ose pas. Le chauffeur, un homme trapu nommé Reggie, doué pour le silence, la regarda dans le rétroviseur. « Une nouvelle, mademoiselle ?» dit-il, les yeux rivés sur la route. Ils ont trouvé quelque chose dans la chambre de la fille. Derrière la cheminée. Je pensais que vous voudriez le savoir. Vraiment? Répondit Miss Marple d'un ton doux. Quelle attention! Reggie la déposa devant son portail, et à peine eut-elle franchi la porte que son téléphone sonna. C'était l'inspecteur Craddock. Ils ont découvert une lettre, coincée derrière la plainte, près de la cheminée, dans sa chambre à l'auberge, dit-il sans préambule. Elle est déchirée en deux, mais lisible. On dirait qu'elle l'a écrite cette nuit-là, et qu'elle a essayé de la cacher. Adressée à qui? À quelqu'un qui s'appelle D. Seulement l'initiale. La première partie dit « Je me souviens maintenant ». Ce n'était pas les fleurs, ni le mariage. C'était ce que nous avons vu ce soir-là. Je pensais que c'était perdu dans la lavande, mais je sais ce que nous avons trouvé. Puis c'est coupé. Miss Marple resta silencieuse un instant. Encore de la lavande. Oui, vous en avez parlé. Et la térébenthine. Je crois qu'ils font tous les deux partie de la même image. L'écriture correspondait-elle à celle de la carte postale? On dirait bien. Même main, oui. Elle a écrit la carte postalette, la lettre, murmura Miss Marple. Elle a dû trouver quelqu'un dans ce village, ou s'attendait à ce qu'il soit là. Craddock soupira. Nous avons parlé à tout le monde à la fête, aucun étranger, aucun nouveau locataire, à part elle. Pas des inconnus, corrigea doucement Miss Marple. Quelqu'un qu'elle connaissait déjà, mais qu'elle n'avait peut-être pas vu depuis des années. Après avoir raccroché, elle s'assit dans son fauteuil et examina tout lentement, méthodiquement, comme on tricote un patron
et qu'on vérifie s'il manque des mailles. Irène, cessons de nous faire passer pour quelqu'un d'autre, était arrivée à Little Witchwood après être allée à la bibliothèque chercher un numéro. Elle avait ensuite téléphoné à quelqu'un, peut-être son mari. Elle avait réservé une chambre, utilisé le nom d'Iris Lawton et gardé le plus souvent pour elle. Elle avait écrit une carte postale. Elle avait aussi écrit une lettre qu'elle avait déchirée et cachée, comme si elle doutait de pouvoir se fier à son contenu. Et maintenant, elle était morte. Il ne restait plus qu'un seul endroit du village qui n'avait pas été sérieusement inspecté, ni par la police, ni par les commères, l'église. Le lendemain matin, Mademoiselle Marple assista à la première communion à Sainte Mildred, et une fois celle-ci terminée, elle ne partit pas immédiatement. Elle descendit plutôt l'allée latérale et s'arrêta devant la porte de la sacristie. Quelques instants plus tard, le révérend Calvert apparut, sa robe soigneusement ramassée sur un bras. « Mademoiselle Marple, dit-il, surpris, j'espère que le sermon n'était pas trop ennuyeux. » « Au contraire, vicaire, cela m'a rappelé combien l'âme aspire à la lumière lorsqu'elle est entourée d'ombre. » Il pencha la tête. « Tu penses à cette pauvre fille, j'imagine. »« Oui, oui, admit-elle. Je me demande si je peux poser une question délicate. »« Bien sûr. Quelqu'un a-t-il récemment utilisé l'arrière-boutique de la chapelle, l'ancien cellier sous la tribune de l'orgue ?» Le révérend Calvert parut surpris. « Pas à ma connaissance. Nous y conservons des livres de cantiques de rechange, et les fleuristes y rangent les vases en cuivre. Pourquoi? Je soupçonne que quelqu'un l'a utilisé à votre insu. » Le vicaire hésita, puis sortit une clé de l'anneau à sa ceinture et la conduisit par la porte latérale, descendant un étroit escalier en colimaçon jusqu'à la petite antichambre poussiéreuse. L'air sentait les vieilles fleurs et le moisi, et quelques toiles d'araignée tremblaient dans les coins. Miss Marple scruta la pièce, le regard perçant sous le bord de son chapeau. Les récipients en cuivre brillaient faiblement sur les étagères. Mais c'est la table sous la haute fenêtre qui attira son attention. Une légère trace de quelque chose de pâle scintillait à sa surface, presque cireuse. Elle se pencha et la renifla. Du vernis lavande. Mais il y avait quelque chose de plus vif en dessous. « De la térébenthine », dit-elle à voix haute. Le révérend Calvert fronça les sourcils. « Pensez-vous que quelqu'un se cachait ici ?» Miss Marple se redressa lentement. « Non, je crois que quelqu'un de elle est venu ici. Peut-être plus d'une fois. Je soupçonne qu'elle est revenue à l'église parce qu'elle se souvenait de quelque chose qui s'était passé ici, des années auparavant. Quelque chose de caché, et le parfum de la lavande l'a ramené. » Ils retournèrent à l'église principale. Miss Marple marcha lentement vers la balustrade de l'autel, puis bifurqua légèrement à gauche, en direction de la chapelle de la Vierge. Une tapisserie délavée était accrochée derrière le petit banc, des lys brodés sur un champ de laine bleue douce. Et en dessous, encastré dans le mur, se trouvait un petit panneau de bois sculpté. Miss Marple passa ses doigts sur le bord. Une légère éraflure, des griffures d'ongles, peut-être. Elle appuya sur le coin inférieur droit, et, avec un léger clic, le panneau s'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait un mouchoir délavé, brodé de la lettre D. Miss Marple se retourna. Irène était là, et elle a laissé ceci en guise de signe. Le vicaire parut troublé. « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui est Day ?» Miss Marple plia soigneusement le mouchoir. « J'ai bien l'intention de le découvrir. Mais je soupçonne que ce n'est pas la première fois que la mort frappe cette église dans un silence absolu.
Vous souvenez-vous d'incidents survenus après la guerre, discrets, passés sous silence? Il hésita. Il y avait un jeune curé, Douglas Pinner. Il venait du Devon, je crois. Il est parti assez subitement. On a évoqué un scandale, mais rien n'a jamais été révélé. Miss Marple hocha lentement la tête. Les scandales ont tendance à s'enfouir sous les lys, jusqu'à ce que quelqu'un commence à se souvenir. Plus tard dans la journée, Miss Marple rendit visite à Meg Ryder. La jeune fille l'accueillit avec un sourire perplexe. « De retour, Miss Marple ?»« Oui, ma chérie. J'ai une question étrange à te poser. Connaissais-tu un Douglas Pinner ?» Meg cligna des yeux. « Douglas? C'était le cousin de ma mère. Il est mort dans un accident de voiture quand j'étais petite. Pourquoi? A-t-il déjà passé du temps ici, au village ?» Meg hocha lentement la tête. « Il est resté avec nous tout un été. » Je m'en souviens à peine. Je crois que j'avais 5 ans. Il m'a donné une poupée sans chaussures. Pourquoi demandes-tu ça? Miss Marple resta assise, très immobile. Je crois que c'est grâce à lui qu'Irène est revenue. Le visage de Meg s'assombrit. Mais il était mort depuis des années. Oui, dit doucement Miss Marple. Mais le passé ne meurt pas simplement parce que ses personnages meurent. Parfois, il persiste, surtout s'il n'a jamais été véritablement enterré. Et dans son esprit, une image commença à se former, celle d'une jeune mariée marchant tard le soir avec son mari. Un détour par une église tranquille, une rencontre secrète qu'il n'était pas censé voir. Quelque chose au parfum de lavande masquant un tort plus profond. Un souvenir enfoui sous les noms et les années, jusqu'au jour où il a refait surface. Et quelqu'un, quelque part, avait craint ce qui arriverait quand cela arriverait. Le lendemain matin, le ciel était gris. Ce genre de ciel qui semblait peser sur les toits de chaume de Little Witchwood avec une persistance morne. La pluie menaçait, mais ne tombait jamais vraiment. Et une brume basse s'accrochait à la place du village. Le genre de journée, songea Miss Marple, où les secrets semblaient les plus proches de la surface, comme des racines qui gonflent sous la terre après un arrosage abondant. Elle avait passé la majeure partie de la soirée à assembler les pièces du puzzle dans sa tête, et même si le tableau n'était pas encore complet, certains contours commençaient à s'aligner. Le mouchoir brodé de la lettre D, caché derrière le panneau de la chapelle de la Vierge. La lettre adressée à D, qu'Irène avait écrite et déchirée en deux. L'odeur persistante de lavande et de térébenthine. Et maintenant, la révélation que Douglas Pinner, mort depuis des années, avait autrefois fait partie de la famille de Meg Ryder et avait été discrètement retiré du village sous le couvert d'un scandale chuchoté. Miss Marple décida d'aller voir le docteur Weatherby. Le médecin généraliste du village était un homme aux opinions franches et à l'écriture étonnamment délicate. Il connaissait tout le monde au village depuis des décennies, et bien qu'il ne fût pas enclin aux bavardages inutiles, il éprouvait un respect particulier pour Miss Marple, et semblait souvent oublier qu'il n'avait pas voulu en dire autant. Il était dans son cabinet, sirotant du thé tiède et lisant un article dans The Lancet à son arrivée. Il lui fit signe d'entrer et désigna le fauteuil du patient. « Quelque chose te préoccupe, Jane ?»« Comme toujours, Henry, » répondit-elle. « Je me demande si je peux vous poser une question sur un événement survenu il y a longtemps. En toute confidentialité. Tout est confidentiel pour moi. Risque professionnel. Douglas Pinner. » Ses sourcils se haussèrent, puis se baissèrent, songeurs. Ce nom n'a pas été prononcé depuis des années. Mais tu te souviens de lui? Oh oui, il a été vicaire ici pendant environ 1 an après la guerre. Un jeune homme brillant, apprécié,
un peu idéaliste si je me souviens bien. Puis un jour, il est parti. Vous souvenez-vous pourquoi? Weatherby fronça les sourcils. Rien d'officiel. Le vicaire a dit que c'était une affaire de famille. Une maladie, peut-être. Mais il y avait des rumeurs. À propos d'une fille. Quelque chose d'inapproprié. Irene Willis? Weatherby marqua une pause. Sa tasse de thé à mi-chemin entre ses lèvres. C'était le nom de la fille. Elle a épousé Charles Lawton en 1948. Elle est revenue ici il y a 2 semaines sous le nom d'Iris Lawton. Et maintenant elle est morte. Le médecin se rassit lentement. Eh bien, c'est une boucle assez affreuse. L'as-tu déjà soignée, à l'époque? Il secoua la tête. Je ne crois pas. Mais il y avait quelque chose? Oui. Je me souviens qu'on m'avait demandé de venir au presbytère tard, un soir. Il y avait eu une chute. Une fille avait trébuché près de l'escalier de la sacristie. Des contusions mineures. L'histoire ne collait pas. Mais personne n'en a dit plus. Et la semaine suivante, Pinner était parti. Elle a peut-être été réduite au silence, dit doucement Miss Marple. Weatherby hocha la tête d'un air sombre. À l'époque, les gens étaient très doués pour ne rien voir, surtout dans les églises. En rentrant chez elle, Miss Marple réfléchit à cette phrase. Les gens étaient doués pour ne pas voir les choses. Irène avait vu quelque chose d'aussi simple qu'une rencontre privée, ou d'aussi terrible qu'un crime caché. Elle l'avait oublié ou enfoui, jusqu'à ce que l'odeur de lavande et la vue des murs de l'église le lui rappellent. Maintenant, quelqu'un était déterminé à s'assurer qu'elle l'oublie à nouveau, de façon permanente. Cet après-midi-là, Miss Marple invita Meg Ryder à prendre le thé. Elle avait toujours pensé qu'un scone chaud et une question douce pouvaient faire plus que n'importe quel interrogatoire. Meg arriva rapidement, joyeuse comme toujours, même si ses yeux exprimaient une lassitude que Miss Marple n'avait pas remarquée auparavant. « Merci d'être venue, ma chérie. Serre-toi, il y a de la confiture de framboise au milieu. » Meg prit un scone et s'assit. « Tu as dit que tu voulais parler davantage de Douglas? »« Oui, » dit Miss Marple en servant du thé. « Il semble qu'il ait quitté le village assez soudainement. » C'est ce que maman disait toujours. Elle disait qu'il avait un problème cardiaque et qu'il devait déménager dans un endroit plus sec. « Curieux, » murmura Miss Marple, « parce que j'ai parlé au docteur Weatherby et il n'a rien dit à propos de son cœur. Juste qu'il y avait eu un incident impliquant une fille. » Meg se figea légèrement. « Je ne le savais pas. Est-ce que tu te souviens de quelque chose à son sujet? » Meg hésita. « Que des bribes !» Une voix douce. Il avait un harmonica dont il jouait après le dîner. Et un jour, je me souviens m'être réveillé et avoir trouvé maman, en pleurs, dans la cuisine. Douglas était là, lui tenant la main. Elle m'a dit plus tard qu'elle s'était coupé le doigt. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Miss Marple sirota son thé. « Tu crois que ta mère et Douglas étaient non proches? »« Ils étaient cousins, » dit Meg, même s'il y avait une note défensive dans sa voix. « Par le sang? »« Je ne sais pas, » admit Meg. « Maman disait toujours que c'était son cousin. Mais il ne portait pas le même nom de famille. Je pensais qu'il avait peut-être été adopté. » Miss Marple posa sa tasse. « Votre mère, son nom de jeune fille, était-il Lawson, par hasard? » Meg cligna des yeux. « Oui, Margaret Lawson, avant qu'elle épouse papa. » Miss Marple se rassit, la dernière pièce se mettant en place. « Lawson, Lawton, les noms se ressemblent. On les confond facilement. » Meg parut perplexe. En quoi est-ce important? Mais Miss Marple ne répondit pas directement. Elle changea de cap. « Quand Irène est arrivée au village,
A-t-elle parlé à ta mère? Pas à ma connaissance. Votre mère s'est-elle comportée bizarrement la semaine dernière? Quelque chose d'inhabituel. Elle était fatiguée. Elle disait qu'elle dormait mal. C'est tout. Je crois que ta mère savait quelque chose, dit doucement Miss Marple. Et je crois qu'Irène est revenue dans l'espoir de la retrouver, pour poser des questions, peut-être même pour obtenir des réponses. Meg était très immobile. Tu crois que ma mère? Je pense que ta mère a contribué à quelque chose dont Irène s'est souvenue trop tard. Quelque chose qui aurait dû être abordé il y a des années. Lorsque Meg partit, visiblement bouleversée, Miss Marple ne la pressa pas. La jeune fille était innocente. Elle en était quasiment certaine. Mais le passé avait tendance à s'infiltrer dans les nouvelles générations, les souillant même lorsqu'elles se croyaient épargnées. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur Little Witchwood, Miss Marple se rendit à l'auberge. Monsieur Crispin fermait la porte pour la nuit, mais il la laissa entrer lorsqu'elle expliqua qu'elle souhaitait visiter une dernière fois la chambre d'Irène. La chambre avait été rangée, le lit fraîchement fait, mais une légère odeur persistait, de la lavande et quelque chose en dessous, faible, âcre. Elle s'approcha de la cheminée, où la lettre déchirée avait été retrouvée, s'agenouilla et passa un doigt sur le parquet. Puis elle se leva et examina le mur près de la porte. Une légère trace, une empreinte digitale. Peut-être, mais elle était trop ancienne pour avoir de l'importance. Elle se tourna plutôt vers l'armoire. À l'intérieur, soigneusement accroché à la patère, se trouvait le manteau d'Irène. Miss Marple fouilla dans les poches et, au bout d'un moment, ses doigts effleurèrent quelque chose de lisse. Une petite boîte en argent, pas plus grande qu'un biscuit. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une boucle d'oreille unique, en argent, en forme de colombe. Le compagnon n'était pas présent. Elle pensa à quelque chose que Meg avait dit. Une poupée sans chaussures, une chose manquante, une absence visible, et puis elle a compris. La véritable absence dans ce mystère n'était ni une personne, ni un motif. Il était temps perdu, temps égaré. Il était temps que quelqu'un essaie de l'effacer. Et maintenant, c'était presque fini. Le lendemain matin était clair, avec une clarté fragile dans l'air, comme si le temps, lui aussi, retenait son souffle. Miss Marple se leva tôt. Elle arrosa ses dahlias, fit cuire un œuf à la coque et prit son petit déjeuner sur le banc du jardin, écoutant le doux bruissement des moineaux dans la haie de Troène. La boucle d'oreille en argent reposait à côté de sa tasse de thé, scintillant doucement dans la lumière. Elle y avait réfléchi une bonne partie de la nuit. La forme de la colombe était particulière, délicate, presque enfantine, et visiblement pas récente. C'était, selon elle, le genre de bibelot qu'on achète non pas en boutique, mais peut-être offert par quelqu'un, il y a longtemps. Le fait qu'une seule pièce ait été retrouvée suggérait que l'autre avait été perdue ou volée. Et puis il y avait le nom Lawson. Si proche de Lawton, Miss Marple avait appris depuis longtemps que le meurtre, comme la broderie, dépendait rarement de grandes formes audacieuses. Ce sont les petits points presque invisibles qui comptaient le plus. À 10 heures, elle était de retour au presbytère. Béatrice Calvaire l'accueillit avec un sourire forcé et un air légèrement troublé. « Jane, c'est adorable. Je dois te prévenir. J'ai à peine allumé la bouilloire et les scones datent d'hier. »« Je me contente de scones rassis, ma chère, » dit gentiment Miss Marple. « Je suis venue avec une question particulière. »« Oh ? Douglas Penner a-t-il jamais courtisé quelqu'un dans le village, officieusement, bien sûr ?
Béatrice cligna des yeux, puis pinça les lèvres. Bon, eh bien, ça remonte un peu dans le temps. C'était un homme réservé, non? Il semblait toujours plus absorbé par ses sermons que par ses relations sociales. Pourtant, je me souviens d'une brève période où on le voyait assez souvent ensemble avec Margaret Lawson, la mère de Meg, des promenades en forêt, ce genre de choses. Donc pas cousin? Non, non, c'est quelque chose qu'ils ont raconté plus tard, après son départ. Miss Marple hocha la tête. C'est ce que je pensais. Elle quitta le presbytère peu après, l'esprit en ébullition. Si Margaret avait eu une liaison avec Douglas Pinner, peut-être même des fiançailles secrètes, et si Irene Willis avait vu quelque chose de compromettant, cela pourrait expliquer bien des choses. De retour à son cottage, Miss Marple mit la bouilloire à bouillir et sortit un petit carnet noir de son bureau. Il contenait des listes, non pas d'indices. Miss Marple ne concevait pas les mystères en termes d'objets, mais de personnes, de noms, d'impressions, d'instants. Sa véritable preuve, c'était le comportement humain. Et Margaret Lawson, devenue Madame Ryder, lui avait toujours semblé prudente, réservée et très soucieuse des apparences. Une femme qui avait construit sa vie comme une haie, ordonnée, droite et pleine d'épines si on la pressait trop fort. Mais Irène avait insisté. Elle était revenue après 20 ans, avec un nom qui n'était pas le sien, et des souvenirs qui commençaient à transparaître à travers le voile de l'amnésie. Elle était allée à l'église. Elle avait visité la bibliothèque, et elle avait écrit une lettre destinée à quelqu'un qu'elle appelait D. La pièce manquante du puzzle était ce qu'elle avait vu des années auparavant. Miss Marple n'était plus encline à croire à un rendez-vous galant ou à une petite gêne. La peur d'Irène était trop profonde, trop vive. Elle l'avait ramenée ici, à la source. Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit une fois de plus à l'église, cette fois sous prétexte de choisir des fleurs pour l'autel. Le révérend Calvert l'accueillit à la porte et la laissa se débrouiller seule. À l'intérieur, le bâtiment était silencieux, mais pas sans vie. Les vieilles églises ont une qualité particulière, une impression de voix accumulées, de secrets feutrés ancrés dans la pierre. Elle descendit lentement la nef et entra dans la chapelle latérale. Le trompetier panneau de bois du mur était encore légèrement entr'ouvert. Elle passa une main sur les lits sculptés et s'agenouilla de nouveau, scrutant l'espace derrière. Et puis elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle tendit la main à l'intérieur de la cavité. C'était étroit et gênant, mais après quelques centimètres, ses doigts effleurèrent quelque chose de frais et de solide. Elle le sortit, une petite boîte en fer blanc, beaucoup plus ancienne que celle du manteau d'Irène, en laiton, terni aux angles, avec le nom d'un enfant gravé légèrement sur le couvercle. D. Pianeur. À l'intérieur se trouvait une note pliée, cassante à cause du temps. Elle l'ouvrit avec précaution. « Je ne peux pas faire ça. Je ne la laisserai pas nous ruiner. J'ai parlé à Margaret. Elle comprend. Irène ne dira rien. J'ai pris des mesures pour m'en assurer. » Non signé. Miss Marple resta assise, très immobile. Non seulement Irène avait été témoin de quelque chose, mais elle était devenue un danger pour quelqu'un. Quelqu'un qui avait engagé Margaret Lawson, non, Margaret Ryder maintenant, pour garantir son silence. Peut-être y était-il parvenu, à force de menaces, de honte, ou pire. Mais la mémoire, comme Miss Marple le savait, est un gardien peu fiable. Finalement, il libère les prisonniers. Ce soir-là, alors que le soleil couchant disparaissait et que les toits du village se parsemaient d'or, Miss Marple rendit discrètement visite à la maison des Ryder. Margaret,
ouvrit elle-même la porte, tablier sur le visage, les mains farinées. « Oh, Miss Marple, » dit-elle avec une joie forcée, « tout va bien. » « Je me demande, Margaret, si nous pourrions parler en privé. » Une lueur traversa le visage de la femme, mais elle recula et fit un geste vers le salon. Bien sûr. La pièce était bien rangée, les meubles anciens mais bien entretenus. Des photos de Meg à différents stades de sa vie étaient accrochées sur la cheminée. Margaret croisa les mains sur ses genoux, sereine. Miss Marple n'a pas perdu de temps. Je crois qu'Irène est venue ici la veille de sa mort. Margaret cligna des yeux. Je ne crois pas. Je crois qu'elle est venue vous interroger sur Douglas Pinner et sur la nuit où vous et lui avez essayé de la faire taire par la peur. Le visage de Margaret blêmit. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Elle s'en souvenait. C'est pour ça qu'elle est venue. C'est pour ça qu'elle a écrit à D. Elle ne savait pas qu'il était mort. Les lèvres de Margaret tremblèrent. Non, elle n'aurait pas pu. Elle a promis. Ce n'était qu'une idiote qui se mêlait de tout. Tu étais amoureuse de lui. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il m'a dit qu'elle mentait, qu'elle avait mal compris, qu'elle essaierait de le détruire. Il a dit que si elle le disait à quelqu'un, il serait ruiné et que nous ne nous marierions jamais. Et donc, tu as contribué à l'effrayer. Tu lui as peut-être dit que le village ne la croirait pas, que personne ne croirait une fille qui errait la nuit. Elle n'était pas censée mourir, murmura Margaret, ni à ce moment-là, ni maintenant. Mais elle l'a fait, et je pense que tu savais qu'elle était de retour. Je crois que tu l'as vue. Je crois que tu es allé à l'auberge. La voix de Margaret se brisa. Je voulais juste m'assurer qu'elle était partie. Mais elle m'a regardé, comme si elle n'avait jamais oublié, et j'ai mis quelque chose dans son thé, juste quelque chose pour la calmer. Je ne voulais pas que ça... Miss Marple ferma les yeux. Belladone, traces infimes. Elle avait peur, dit-elle doucement, mais pas parce qu'elle était folle, parce qu'elle avait raison. Les mains de Margaret se crispèrent sur ses genoux. Je l'aimais. Il m'a fait choisir. J'avais peur. Miss Marple se leva lentement, et elle en a payé le prix. Il n'était pas nécessaire d'appeler l'inspecteur Craddock. Pas encore. Miss Marple lui donnerait du temps, le temps d'avouer, le temps de dire la vérité. Mais la boucle d'oreille, en forme de colombe, restait dans sa poche, symbole de ce qui lui avait été volé et de ce qui était finalement, douloureusement, revenu à la lumière. Les jours qui ont suivi la confession silencieuse de Margaret Ryder ont été remplis d'un calme particulier, un de ces silences haletants qui s'installent souvent sur un village après que la vérité a été révélée, même si elle n'a pas encore atteint toutes les oreilles. Miss Marple, toujours discrète, ne se précipita pas pour informer l'inspecteur Craddock. Elle comprenait que la nature de telles vérités, surtout dans des endroits comme Little Witchwood, exigeait une manipulation délicate. Margaret, après tout, n'avait pas agi uniquement par malveillance. L'amour, la peur et une loyauté mal placée avaient depuis longtemps influencé ses actions, et la culpabilité pesait lourdement sur ses épaules depuis lors. Mais un crime, aussi voilé par le temps ou l'émotion, restait un crime. Ce fut 2 jours plus tard, par une matinée fraîche, adoucie par le chant des oiseaux, que Craddock arriva à la porte de Miss Marple, casquette à la main, et une expression aussi illisible qu'un vieux registre. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il alors qu'elle l'accueillait dans son salon. « Je pensais que tu viendrais, » répondit-elle en lui offrant une tasse de son Assam le plus fort. « Tu as parlé à Meg Ryder. » Craddock hocha la tête et accepta le thé.
La pauvre fille est dans un sale état. Elle est venue au poste hier. Elle a dit que sa mère n'avait pas mangé depuis 2 jours. Elle a dit qu'elle attendait quelque chose. Oui, répondit doucement Miss Marple. Elle attend que je décide si je vais vous le dire. Cradock haussa un sourcil. Veux-tu? Je le ferai, dit-elle. Mais d'abord, vous devez comprendre une chose. Margaret n'était pas l'architecte de la tragédie. Elle en était l'instrument. La véritable cruauté venait de Douglas Pinner et du silence étouffant qui les entourait tous deux. Il ne dit rien, attendant. Miss Marple fouilla dans son panier à tricot et en sortit la vieille boîte en fer blanc qu'elle avait récupérée à l'église. Elle la lui passa avec précaution. À l'intérieur, la note gisait comme une feuille cassante. Son encre était fanée mais lisible. Cradock la lut une fois, puis à nouveau. Alors, était Pinner qui a lancé le projet, et Margaret a contribué. Elle était jeune, dit Miss Marple doucement. Il l'a fait se sentir complice. Il lui a dit qu'Irène les détruirait. Et Irène, la pauvre fille, effrayée et désemparée, s'est enfuie du seul endroit qui aurait pu la protéger. Elle a enfoui ce qui s'était passé si profondément qu'il lui a fallu des années et l'odeur de la cire à la lavande sur la cheminée de l'auberge pour le retrouver. Et quand elle s'en est souvenue, dit Cradock, elle est venue ici, en quête de réponse. Elle a retrouvé Margaret. Je crois qu'elles se sont rencontrées en secret, peut-être même dans le salon de fleurs de l'église. Margaret, terrifiée, a tenté de l'apaiser, mais lorsqu'elle a vu qu'Irène avait retrouvé la mémoire, qu'elle avait écrit des lettres, téléphoné, posé les bonnes questions, elle a paniqué. Elle lui a administré quelque chose dans son thé, de la belladone, juste assez pour la désorienter. Mais le cœur d'Irène n'a pas pu le supporter. La mâchoire de Cradock se serra. Et Margaret n'a rien dit. Elle s'est convaincue que ce n'était pas un meurtre, que c'était seulement de la peur. Mais la peur, on le sait, peut être mortelle. L'inspecteur se leva et fit les 100 pas, la boîte en fer blanc toujours à la main. Il nous faudra une déposition complète et le rapport toxicologique pour confirmer les traces de belladone. Je suis sûr qu'elle avouera, dit Miss Marple. Elle avoue, à sa manière, depuis des années. Sinon pourquoi prétendrait-elle que Douglas était son cousin? Sinon pourquoi cacher sa mémoire, même à Meg? Cradock soupira. Et Charles Lawton? Miss Marple fronça légèrement les sourcils. Je crois que son rôle dans tout cela était accessoire. Il a épousé une femme qui se fuyait. Quand elle a commencé à se souvenir de certaines choses, il a pris ses distances, peut-être cruellement, mais pas criminellement. Son plus grand péché a été l'indifférence. Cradock hocha la tête et glissa la boîte sous son bras. D'accord, je lui parlerai aujourd'hui, doucement. Après son départ, Miss Marple resta assise dans son salon, les doigts posés sur le panier désormais vide. Dehors, le ciel avait pris une douce teinte éteinte et une légère brise agitait les pétales de ses rosiers. C'était presque fini, donc. La justice, tardive, imparfaite, était en route. Mais quelque chose la tiraillait encore. Une note mineure, une tonalité mal placée dans une sonate pourtant achevée. Elle tendit la main vers la boucle d'oreille, en forme de colombe en argent. Il n'y en avait qu'un. Mais quelque chose lui disait qu'Irène avait gardé la paire. Les femmes le faisaient, surtout celles qui portaient des bijoux sentimentaux. Si l'un était dans la poche de son manteau, où était l'autre? Elle se leva brusquement, prit son cardigan et se dirigea vers la folie du roi. Monsieur Crispin parut surpris de la voir. « Mademoiselle Marple, tout va bien ?»« Tout à fait,
Mais j'aimerais visiter à nouveau la chambre d'Irène, si elle est toujours intacte. Bien sûr, on ne l'a pas encore dit. N'hésite pas. Elle monta les escaliers lentement, prudemment. La pièce était exactement comme dans ses souvenirs. La lumière du soleil à travers les rideaux de gaz, l'odeur de la cire d'abeille, et quelque chose d'autre maintenant. Une tension, un fantôme de souvenir. Elle se dirigea droit vers la cheminée, se pencha, en examina les coins. Elle passa ses doigts le long de l'étroit espace entre la pierre du foyer et le plancher. Puis, elle l'a vue, une faible lueur. Il n'a fallu qu'un instant pour la dégager. La deuxième boucle d'oreille. Mais celui-ci était taché de sang. Pas vieux, pas oxydé par le temps. Asséché, certes, mais visiblement pas vieux de plusieurs décennies. Les lèvres de Miss Marple se crispèrent. La belladone n'avait pas tué Irène. Cela ne l'avait fait que l'affaiblir. L'acte final, ce qui a arrêté son cœur, a été la violence. Elle se tenait lentement debout, une boucle d'oreille à la main. Margaret avait encore menti. Pas complètement. Elle avait drogué Irène, mais quelqu'un d'autre était là, quelqu'un qui apportait le coup final. Elle retourna dans la rue et marcha lentement, pensivement, vers l'église. Une silhouette descendait la ruelle, Meg Ryder. La fille était pâle, ses yeux étaient rouges. « Miss Marple » cria-t-elle, « je vous cherchais. Je suis contente que tu m'aies trouvée, ma chérie. Viens, asseyons-nous. » Ils s'assirent sur le banc, juste à l'extérieur du cimetière. Meg tremblait. Je ne savais pas quoi faire. J'ai fouillé dans ses affaires, l'armoire de ma mère. Je l'ai trouvé, un petit marteau, caché au fond. Il y avait du sang dessus. Miss Marple hocha lentement la tête. « Elle m'a menti, » murmura Meg. « Toutes ces années. Je l'ai défendue. Je pensais qu'elle était silencieuse parce qu'elle était gentille. Mais c'était de la culpabilité. »« Pas seulement de la culpabilité, » dit doucement Miss Marple. « Du désespoir. Elle aimait Douglas. Elle croyait le protéger. Mais quand Irène revint et commença à démêler la vérité, Margaret craignit que tout éclate. Alors, elle prit les choses en main. Meg baissa les yeux vers ses mains. « Que dois-je faire ?»« Tu l'as déjà fait, » dit doucement Miss Marple. « Tu as dit la vérité. » Et pour la première fois depuis qu'Irène Lawton était entrée dans le village, quelqu'un pleura, non pas de peur ou de honte, mais de soulagement. Ce soir-là, l'inspecteur Craddock a arrêté Margaret Ryder, soupçonnée de meurtre. Elle n'a pas résisté. Elle a fait sa déclaration, doucement, sans protester. « Je voulais juste lui faire peur, » dit-elle. « La faire arrêter. Elle n'a pas voulu s'arrêter. » Et peut-être, pensa Miss Marple, la chose la plus triste de toutes était qu'Irène avait arrêté. Elle avait passé des années en silence, croyant avoir imaginé son passé. Mais lorsqu'elle a retrouvé sa voix, il était trop tard pour la garder. Pourtant, la vérité avait été entendue. Et cela, croyait Miss Marple, comptait plus que tout. Le lendemain de l'arrestation de Margaret Ryder, le calme était étrange à Little Witchwood. Non pas le silence paisible d'un village endormi, mais un silence tendu et fragile, comme celui qui suit un événement, avant même que quiconque n'ose en parler. La nouvelle s'était répandue, bien sûr. C'était toujours le cas. Avant même que le soleil ne soit complètement levé sur les toits, l'épicier le savait. En milieu de matinée, Madame Banbury Scott informait déjà la guilde des femmes qu'elle avait toujours, elle soupçonnait quelque chose. Margaret était terriblement muette. Elle entretenait ses haies comme une forteresse. On se demande bien ce qu'elle taillait vraiment là-bas. À l'heure du thé, le choc avait laissé place aux spéculations, chuchotées de porte en porte, dans les boulangeries, le long des haies, sous les cordes à linge tendues, au-dessus des maisons. Mais ce n'était
pas les habituels ragots passionnés. Il y avait quelque chose de discret cette fois. Ce scandale n'était pas de ceux qui laissèrent les gens ricaner dans leur marmelade. C'était de ceux qui les mettaient mal à l'aise, comme s'ils avaient aperçu quelque chose de pourri sous une pierre, et ne parvenaient pas à l'oublier complètement. Miss Marple, quant à elle, passait la majeure partie de la journée seule dans son jardin, non pas à désherber. Elle le faisait rarement lorsqu'elle était profondément pensive, mais simplement assise parmi ses roses trémières et ses géraniums, tricotant sans enthousiasme et observant de temps en temps un merle sauter sur la pelouse. Elle ne ruminait plus le crime, pas au sens de le résoudre, les aveux de Margaret, la découverte de Meg et la deuxième boucle d'oreille avaient parfaitement assemblé les derniers éléments du schéma. Non, ce que Miss Marple envisageait était plus difficile à démêler, la suite, car, comme elle le savait bien, un meurtre ne s'arrête jamais avec l'arrestation, surtout pas dans un endroit comme Little Witchwood. En début de soirée, on a frappé à sa porte. C'était Meg. Son visage était pâle, ses yeux meurtris par le manque de sommeil, mais elle paraissait plus calme que de nuits auparavant. Elle serrait un petit paquet dans ses mains. « Je suis désolée de revenir », dit-elle en entrant, lorsque Miss Marple lui fit signe d'entrer. « J'ai juste trouvé ça. Je pense que c'est à toi. » Elle lui tendit le paquet. À l'intérieur se trouvait une liasse de lettres, vieilles, jaunies, à l'encre passée, mais encore lisibles. Miss Marple jeta un coup d'œil aux premières lignes et reconnut instantanément l'écriture, celle de Douglas Pinner. « Ils étaient dans une boîte sous l'escalier, » dit Meg à voix basse. « Je ne pense pas qu'elle les ait lus depuis des années. Peut-être qu'elle n'aurait pas pu. » Miss Marple hocha la tête. « Merci, ma chère. Je vais m'en occuper. Je suppose. » Meg hésita. « Je suppose que les gens me blâmeront, même si je n'ai rien fait. »« Les gens parlent, » dit doucement Miss Marple, « parce que c'est leur nature. Mais la plupart oublient vite, et ceux qui ne le font pas ne méritaient pas votre attention. » Elle marqua une pause. « Tu n'es pas ta mère, Meg. »« Tu ne l'as jamais été. » Meg déglutit. « Tu crois qu'elle a déjà été heureuse ?» Miss Marple y réfléchit. Brièvement, peut-être. Mais la culpabilité ronge le bonheur. Elle le ronge jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'habitude. « Je crois que je la déteste, » murmura Meg. « Non, » dit doucement Miss Marple. « Je crois que vous la plaignez, et c'est plus dur. » Ils restèrent assis en silence un moment. Puis Meg partit, les épaules voûtées, pour se protéger du crépuscule. Miss Marple se tourna vers les lettres. Elle lut lentement la première. « Ma très chère Margaret, elle nous a vus. Je ne sais pas ce qu'elle comprend, mais je ne peux pas prendre ce risque. Tu dois lui reparler, lui faire entendre raison. Ce n'est qu'une enfant, vraiment. Elle n'a rien à faire là-dedans. Si elle dit quoi que ce soit, je serai ruiné. Et toi, tu sais combien je t'aime. » Miss Marple le reposa avec un soupir. Le ton était trop familier. Apitoiement sur soi, manipulation, teinté d'affection. Douglas n'avait jamais eu à assumer les conséquences de ses actes. Son départ soudain, le scandale chuchoté et sa mort dans un accident de voiture l'avaient épargné la punition qu'il méritait. Et en son absence, Margaret avait tout supporté. La honte, le silence, la terrible décision de terminer ce qui avait commencé des années auparavant. Peut-être, pensa Miss Marple, était-ce cela qui l'avait finalement brisé. Non pas le retour d'Irène, mais le poids insupportable d'avoir aimé quelqu'un d'aussi indigne. Le lendemain, l'inspecteur Craddock revint. Il paraissait plus fatigué que d'habitude, les yeux ridés par l'inquiétude. « Elle a avoué tous ses crimes », a-t-il déclaré. « Nous avons l'instrument. Les résultats toxicologiques
Et maintenant ces lettres. Elle sera placée en détention provisoire jusqu'à son procès. Miss Marple hocha la tête. Je me demande, ajouta-t-il doucement, ce qui serait arrivé si Irène ne s'en était pas souvenue. Elle aurait pu finir ses jours en oubliant la pire chose qui lui soit arrivée, dit Miss Marple, et Margaret n'aurait peut-être jamais repris le marteau. Cradock resta silencieux. Puis il dit « Vous savez, les villageois se posent des questions. Ils se demandent pourquoi vous n'avez rien dit plus tôt. » Elle sourit faiblement. « Ils supposent que je savais depuis le début, n'est-ce pas ? Ils le font toujours. » « Je n'avais qu'un soupçon, dit-elle, jusqu'à ce qu'Irène parle de lavande et d'oubli, jusqu'à la deuxième boucle d'oreille, jusqu'à ce que l'histoire n'ait plus de sens sans violence. « Tu m'étonnes toujours, dit Cradock en soulevant son chapeau, même quand je crois connaître tes méthodes. » Miss Marple le regarda partir, puis retourna à l'intérieur. Ce soir-là, la poste apporta une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un mot, non signé, écrit d'une écriture soignée et bouclée. Elle n'a jamais oublié, pas vraiment. Il vivait en elle comme un tiroir verrouillé. Je vous suis reconnaissant de l'avoir aidé à l'ouvrir, même si cela vous a coûté cher. Bien à vous, de Miss Marple le lut 2 fois, puis le plaça délicatement dans la boîte en fer blanc, à côté de la dernière lettre de Douglas Pinner. Elle alluma une bougie sur le rebord de sa fenêtre et la laissa brûler jusqu'à minuit. À Little Witchwood, la vie reprit son rythme lentement et prudemment. Le comité des fêtes reprit l'organisation du bazar d'été de l'année suivante. Le pasteur prononça un sermon sur le pardon, et Madame Banbury Scott suggéra de remplacer Margaret à la table du thé, sans le moindre tact. Et si certains villageois parlaient moins souvent à Meg Ryder au cours des semaines suivantes, d'autres se ralliaient discrètement à elle. Ils déposèrent des tartes sur le pas de la porte, lui serrèrent la main plus longtemps que d'habitude à l'église, lui demandèrent des nouvelles de son jardin. Le temps passait, comme toujours. Miss Marple, à sa manière, laissa l'affaire se régler. Mais elle n'a plus jamais poli sa table de salon avec de l'huile de lavande. Certains parfums, autrefois associés au deuil, sont mieux conservés. Une semaine plus tard, la vie à Little Witchwood reprit son bourdonnement régulier, quoique jamais sur le même ton. Le scandale de l'arrestation de Margaret Ryder ne dominait plus chaque pas de porte, mais flottait dans l'air comme un parfum persistant, léger mais inéluctable. On n'en parlait plus ouvertement. On chuchotait à 2 ou à 3, changeant rapidement de sujet dès que la cloche de l'église sonnait ou que quelqu'un entrait à l'improviste dans la pièce. Miss Marple, qui comprenait mieux que quiconque le flux et le reflux naturel de la mémoire villageoise, remarqua le changement. Chez le marchand de légumes, on lui posa 2 questions sur ses roses, mais pas une seule sur le meurtre. À l'église, le sermon du pasteur évita toute mention de jugement ou de péché, préférant un sermon sur la taille spirituelle. Elle trouva la métaphore plutôt pertinente dans les circonstances, mais tandis que le reste du village cherchait tranquillement à retrouver son confort et ses coutumes, Miss Marple poursuivait ses interrogations discrètes, non par suspicion, mais par une subtilité. Une légère inquiétude subsistait dans son esprit. Un détail brouillé, une dernière remarque non résolue. Cela lui est revenu, curieusement, sous la forme d'une carte postale. Elle triait sa correspondance à son bureau. La plupart étaient les mêmes. Un mot de sa nièce de Torquay, une circulaire sur la foire, au gâteau de la Guilde des femmes, lorsqu'elle la retrouva. La carte postale qu'Irène avait écrite, celle qui se trouvait dans son sac à main, non signée et non timbrée. « Tu ne me connais pas, mais je te connais.
À l'époque, Miss Marple avait supposé qu'il s'agissait d'un message énigmatique adressé à son mari, ou à Margaret, ou peut-être même à Douglas Spinner, si Irène l'avait cru encore en vie. Mais maintenant, la vérité révélée et les aveux faits, elle réalisait quelque chose de troublant. Le message ne collait pas. Irène avait parlé à Miss Marple avec chaleur et un désespoir discret. Elle avait parlé d'oublier son mariage, de peur, de rechercher quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Mais elle n'avait jamais laissé entendre qu'elle était là pour affronter quelqu'un, pas avec ce genre de froideur. Tu ne me connais pas, mais je te connais. C'était une menace, pas une supplication. Miss Marple fronça les sourcils. Elle chercha à nouveau la boucle d'oreille. L'une se trouvait dans le manteau d'Irène, l'autre près de la cheminée. Mais les deux avaient été oubliés. Une erreur d'inattention, ou bien non, pas négligent, volontaire. Elle se leva de sa chaise, attacha soigneusement son chapeau sous son menton et se dirigea, à travers les ruelles tranquilles, vers la seule autre personne du village qui connaissait Irène, au-delà des présentations polies. Oui, la maison Ryder avait perdu son charme guindé. Le jardin était envahi par la végétation, les rideaux tirés. Mais Meg ouvrit la porte après un seul coup, et quelque chose avait changé en elle. La lassitude avait cédé la place à une certaine dureté, du sang-froid, certes, mais aussi une protection. « Mademoiselle Marple, dit-elle, entrez s'il vous plaît. » À l'intérieur, la maison était silencieuse, trop silencieuse. Le genre de silence qui survient après une tempête, non pas de soulagement, mais de dévastation. « Je suis venue te rendre ça, » dit Miss Marple, en lui tendant la deuxième boucle d'oreille. Meg le prit avec des doigts tremblants. « Je ne savais pas que tu avais trouvé celui-là, » murmura-t-elle. « Non, » répondit Miss Marple en l'observant attentivement. « Je ne l'ai pas fait. Pas avant que tu ne l'aies laissé là où je pouvais. » Les yeux de Meg se relevèrent brusquement. « Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je crois que tu l'as trouvé avant moi. Je crois que tu l'as placé près de la cheminée pour attirer mon attention, tout comme tu as placé le marteau sous l'escalier. Tu aurais pu détruire les preuves. Tu ne l'as pas fait. » « Je ne voulais pas qu'elle soit à nouveau oubliée, » dit doucement Meg, « parce qu'elle n'était pas seulement la victime de ta mère, n'est-ce pas ?» dit Miss Marple. « Tu la connaissais. Pas à Londres, pas de mémoire, d'ici, d'avant. » Meg resta silencieuse pendant un long moment. « C'était ma sœur, » dit-elle finalement. Le silence qui suivit fut complet. « Je l'ai su dès son arrivée, » dit Meg. « Je n'ai pas reconnu son visage, mais quelque chose dans sa voix, son regard vers l'église. Et puis elle a prononcé son nom, Iris, assez proche d'Irène. »« Mais Margaret ne vous l'a jamais dit, » dit Miss Marple. « Non, elle m'a dit que Douglas était son cousin, que j'étais son unique enfant. Mais j'ai trouvé une lettre un jour, il y a des années, cachée dans une boîte avec ses vieilles affaires d'université. Un acte de naissance au nom d'Irène, un père laissé en blanc. »« Elle a eu Irène hors mariage ?» demanda doucement Miss Marple. Meg hocha la tête. Elle l'a confiée à des proches à Londres. Elle n'a plus jamais parlé d'elle. Et puis Douglas est arrivé. Il a dit qu'il se marierait, qu'il l'aimerait. Elle voulait absolument laisser le passé derrière elle. Mais Irène est revenue un jour, silencieuse et confuse, et a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Et Douglas a convaincu ma mère qu'elle devait choisir. Et elle a choisi de la faire taire. Je crois qu'elle voulait lui faire peur, vraiment. Mais Irène a disparu, et ma mère a tout enterré. Elle a épousé mon père. Elle m'a élevé comme si de rien n'était. Et quand Irène est revenue, je crois que je le savais, avant même de me l'avouer,
Elle a dit quelque chose, à la fête, en passant, que la rhubarbe sentait la cuisine de ma mère. Personne d'autre ne l'aurait su. Alors, tu as regardé, dit Miss Marple, tu as écouté. Je les ai vus se disputer, devant l'auberge, la veille de la mort d'Irène. Ma mère était en colère. Irène avait l'air effrayée, mais elle n'est pas partie. Ce soir-là, je suis allé à l'auberge. Je ne savais pas ce que j'allais faire, m'excuser, tout révéler, je ne sais pas. Mais je l'ai trouvée allongée là, glacée, immobile, et je savais. Tu pensais que ta mère l'avait tuée, dit Miss Marple. Oui. Vraiment? Meg hésita, puis secoua la tête. Non, elle l'a droguée. Je le crois. Mais la chute, sur le bord de la cheminée, je pense que c'était accidentel. Mais je n'en étais pas sûr à l'époque. Alors j'ai placé le marteau et la boucle d'oreille. Je savais que tu verrais ce que les autres ne verraient non pas. Miss Marple resta silencieuse. « C'était cruel de ma part, dit Meg, mais je voulais la vérité. Je voulais que quelqu'un prononce son nom. Irène. » Meg hocha la tête, les yeux brillants. Ce n'était pas qu'un mystère. C'était une fille qui avait eu une mère, qui était revenue en quête de réponse, et je lui devais bien ça. Tu lui as donné plus que ça, dit Miss Marple. Tu lui as rendu son nom. Ils restèrent assis ensemble pendant un moment, dans la pièce calme, tandis que le crépuscule tombait dehors. Finalement, Miss Marple se leva. « Allez-vous le dire à l'inspecteur ?»« Non, » dit Meg. « Laissons l'histoire telle qu'elle est. Qu'elle se termine là où elle doit se terminer. » Miss Marple hocha la tête. Dehors, l'air était frais et chargé de chèvrefeuilles. Les cheminées du village crachaient une douce fumée. Quelque part, un piano jouait un air hésitant. Miss Marple se tourna vers la maison, le poids de la journée s'installant dans ses os. La vérité n'a jamais été simple, mais elle a finalement été découverte. Et dans un coin tranquille de Little Witchwood, 2 boucles d'oreilles reposaient côte à côte dans une boîte en velours. 2 colombes jumelles en argent, enfin à nouveau entières. Le lendemain matin, le soleil se leva avec une dignité tranquille sur Little Witchwood, projetant de longs rayons dorés sur les portes des jardins et les ruelles pavées. Le village arborait sa sérénité telle une robe repassée, soignée, familière, réconfortante. Mais comme pour tout vêtement usé, les coutures de son passé, une fois tendues, ne pouvaient plus jamais être véritablement réparées. Au numéro 4 de Holyoke Lane, Miss Marple déposa son courrier du matin sur la table d'angle, sans l'ouvrir. La bouilloire chantait doucement, et le journal du jour restait plié sur le coussin, à côté d'elle. Elle ne lisait pas encore. Aujourd'hui, elle se souvenait. Elle savait, au fond d'elle-même, que Meg reviendrait. Et juste après 11 heures, on frappa à la porte. Ni pressant, ni hésitant. Le coup de quelqu'un qui avait accepté ce qu'elle allait dire. Miss Marple ouvrit la porte et s'écarta. « Tu as eu une longue nuit, ma chère ?» Meg hocha la tête. Elle avait l'air épuisée, certes, mais son visage était clair, comme si le sommeil lui avait enfin offert un semblant de repos. « J'ai écrit à l'ancien tuteur d'Irène, » dit-elle en entrant dans le salon. « Une femme de Hampstead. J'ai trouvé l'adresse dans les papiers de naissance. Je lui ai tout raconté, ou presque. Qu'Irène était venue chercher son passé, qu'elle était morte, ici. Je n'ai pas dit pourquoi, ni comment, juste qu'elle était partie et qu'elle cherchait. » Miss Marple hocha doucement la tête et servit 2 tasses de thé. C'était la bonne chose à faire. « Je ne sais plus trop ce que je suis maintenant, » avoua Meg en s'asseyant. « Ma mère est en détention. Ma sœur est morte. Je ne sais même pas si le village me considère encore comme une rider.
Tu es toujours celle que tu as toujours été, dit Miss Marple fermement. Mais maintenant, tu es libérée du mensonge. Tu as quitté un long et étroit couloir pour te retrouver à découvert. La vue est souvent déroutante. Je ne sais pas si je peux rester ici. Vous découvrirez peut-être que rester est plus difficile, et donc plus significatif que fuir. Non pas parce que vous devez quoi que ce soit au village, mais parce que vous vous devez à vous-même la paix là où tout a commencé. Meg resta silencieuse un moment, puis demanda « Qu'est-ce qui lui arrive maintenant? Ma mère ?» Elle sera jugée, bien sûr. Mais j'imagine qu'il y aura de la clémence. Le tribunal pourra qualifier cela d'homicide involontaire, et non de meurtre. Belladonna, pas un coup. Et les années passées en silence pèseront dans la balance. Le juge verra une femme punie, bien avant que le marteau ne tombe. Meg regarda son thé. Elle l'aimait tellement. Et il s'est servi d'elle. C'est souvent le cas, dit Miss Marple d'une voix douce. Les hommes aiment Douglas Spinner. Ils trouvent des femmes bienveillantes, qui veulent être vues, et ensuite ils sèment la peur, là où l'affection devrait naître. Votre mère n'était pas du genre à blesser un enfant, mais lorsqu'elle a réalisé ce qu'elle avait fait, la culpabilité était déjà bien ancrée. Un rouge-gorge sauta sur le rebord de la fenêtre et inclina la tête vers eux, comme pour les écouter. Miss Marple cassa un morceau de son biscuit et l'émietta sur le rebord. « C'était une bonne pâtissière, » dit soudain Meg. « Ma mère, elle faisait de la tarte à la mélasse quand j'étais malade. Elle chantait pour le chat quand elle pensait que personne ne l'écoutait. »« Je crois tout ça, » dit doucement Miss Marple. « Rien de tout cela n'excuse ce qu'elle a fait. Mais cela l'explique. Et c'est là toute la différence entre juger et comprendre. » Meg émit un petit rire entrecoupé. « Tu devrais être magistrat. »« Non, » répondit Miss Marple en souriant. « Je trouve le tricot plus fiable que la loi. » Ils restèrent assis un moment dans un silence convivial. Finalement, Meg se leva. « Je vais vider son armoire à couture. Commence par là. Ensuite, le reste. » « Un bon point de départ, » dit Miss Marple. Tandis que la porte se refermait doucement derrière elle, Miss Marple se tourna vers son thé, qui refroidissait dans sa tasse. Le silence régnait dans la pièce, doux et non plus mordant comme quelques jours auparavant. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Craddock arriva. Il n'était pas en uniforme, juste une veste de campagne et un carnet qui dépassait de sa poche. Elle sera placée en détention provisoire à l'hôpital du comté, a-t-il indiqué. On dit qu'elle n'est pas encore apte à la prison. Le médecin a constaté des signes d'épuisement, un effondrement physique et une détresse psychologique. Nous verrons ce que les magistrats décideront. Elle ne représente plus aucun danger pour personne maintenant, a déclaré Miss Marple. Non, juste pour elle. Il se frotta les fronts. Tu as encore fait le gros du travail. Je me demande combien de secrets sont encore enfouis dans des villages comme celui-ci. Des dizaines, répondit-elle. Des centaines, même. Mais la plupart sont inoffensives, de vieilles liaisons, des rancunes oubliées, une boîte de biscuits volée. C'est seulement quand on laisse la douleur s'envenimer trop longtemps qu'elle devient mortelle. Craddock la regarda. « Et qu'est-ce qui s'envenime maintenant ?» Miss Marple réfléchit. « Pas grand-chose, j'espère. Mais je garderai un œil sur le jeune Timothy Dudgeon. Il traîne derrière le hangar à cricket avec Sally Butterworth, et elle est bien trop intelligente pour son genre. » Craddock rit. « Je vais le noter. Crève-cœur potentiel, catégorie B. » Il partit peu après, et Miss Marple reprit sa lecture. Mais en feuilletant son livre, son esprit se tourna vers les deux boucles d'oreilles, en argent en forme de colombe,
conservées dans une pochette en velours, dans le tiroir de sa commode. Elle ne les rendrait à personne. Elle n'avait pas de famille pour les porter, et elle ne supportait pas de les voir jetés dans une boîte aux lettres. Elle prévoyait plutôt de les fixer sur une petite épingle, jointe par les extrémités des ailes, face à face. Un symbole, non seulement d'Irène et Meg, ou d'Irène et Margaret, mais de souvenirs réunis, de noms prononcés à nouveau après une trop longue période d'obscurité. Le dimanche suivant, un nouveau visage apparut sur le banc du fond de l'église Sainte-Mildred. Une femme d'une 60aine d'années, au teint froissé et vêtue simplement, se glissa à l'entrée juste au moment où l'orgue commençait à jouer et garda les mains serrées sur ses genoux pendant tout le sermon. Miss Marple la reconnut aussitôt. Madame Elsie Byrne, tutrice d'Irène Willis pendant la majeure partie de son enfance. Après le service, elle s'est approchée de Miss Marple près de l'if. « Tu la connaissais ?» dit-elle simplement. « Oui, brièvement, et bien. Je croyais qu'elle était morte depuis des années, » dit Elsie, en clignant des yeux. Quand elle a disparu, la maison a cessé d'écrire. Puis quelqu'un a dit qu'elle s'était mariée. Puis le silence est revenu. Elle est revenue, cherchant quelque chose, dit Miss Marple. Elle l'a trouvé. Elsie hocha la tête. Je voulais juste voir où elle allait. Marcher sur le même terrain. Je vous en prie, dit Miss Marple. Il y a un goûter jeudi prochain. C'est l'endroit idéal pour se retrouver. La femme esquissa un faible sourire. Elle vous aurait apprécié. Miss Marple ne répondit pas. Elle toucha simplement son bras et rentra chez elle. Cette nuit-là, un orage d'été éclata sur les collines. Bref, soudain, violent. Les gouttières claquèrent et les rosiers penchèrent leurs têtes dans l'obscurité. Et dans sa chaumière, Miss Marple, assise près de la fenêtre, son châle sur les épaules, observait les éclairs vaciller au loin. Parfois, la justice était rendue par l'intermédiaire d'un tribunal, parfois par une confession, et parfois cela se présentait sous la forme de 2 colombes argentées et d'un nom murmuré, enfin sans peur. L'orage de l'été était passé, laissant le village propre et luisant sous une aube pâle et pleine d'espoir. Little Witchwood s'animait, ses cottages et ses jardins rafraîchis, l'air frais, parfumé par la pluie et les nouveaux départs. Mais dans le salon du numéro 4 de Holyoke Lane, Miss Marple était assise en silence, son tricot intact sur ses genoux, tandis qu'elle s'apprêtait à tirer les derniers fils d'une histoire tissée, de peur, d'amour et de secrets longtemps enfouis. Depuis les aveux et l'arrestation de Margaret Ryder, le village s'était installé dans un calme prudent. Le choc avait été absorbé, comme une pierre tombée dans une eau calme. Des ondulations se propageaient, puis s'estompaient lentement. Pourtant, sous la surface, tout n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Miss Marple soupçonnait depuis longtemps que, même si Margaret portait le poids de ses actes et que la cruauté de Douglas Spinner avait jeté une longue ombre, des questions restaient sans réponse. Des motivations non exprimées, des actes dissimulés sous des couches de silence. Et donc, lorsque l'inspecteur Craddock est arrivé, carnet en main et une invitation à l'accompagner au poste de police, elle était prête. « Le temps est venu, Miss Marple », dit Craddock en s'installant dans le fauteuil, en face d'elle, de rassembler ce qui reste et de mettre fin à ce mystère. Elle hocha la tête. En effet, il reste une dernière personne à qui nous devons parler. Ensemble, ils parcoururent la courte distance qui les séparait du modeste cottage, à la sortie du village, où Meg Ryder vivait désormais seule. Le jardin, autrefois joyeux, avait été soigneusement entretenu,
témoignant d'une résilience qui se reconstruisait lentement après le deuil. Meg les accueillit à la porte, calme mais sur ses gardes. À l'intérieur, ils étaient assis au milieu de livres et de photos délavées, l'air chargé de souvenirs. « Meg, commença Cradock, nous comprenons que tu as quelque chose à partager, quelque chose qui pourrait dissiper le brouillard qui entoure les agissements de ta mère et la mort d'Irène. » Meg prit une inspiration et regarda Miss Marple, qui lui offrit un sourire constant et encourageant. « Je ne t'ai pas tout dit, » dit Meg doucement. Quelqu'un d'autre était impliqué, quelqu'un qui a changé le cours de cette nuit. La plume de Cradock s'arrêta, et les yeux de Miss Marple se plissèrent doucement. « C'était le père Douglas Pinner, » poursuivit Meg. « Il est revenu au village après son départ, en secret. Il voulait faire taire Irène, non seulement parce qu'elle se souvenait, mais aussi parce qu'elle menaçait de révéler quelque chose de bien pire, quelque chose qu'il avait fait des années auparavant, avant son départ. » Miss Marple se pencha en avant. « Qu'est-ce que c'était, Meg ?» Meg hésita, puis prit la parole, d'une voix assurée malgré le poids de la douleur. Des années avant la naissance d'Irène, Douglas avait eu une liaison avec une fille du coin. Ça s'est mal terminé. Elle a disparu peu après, et il n'y a jamais eu d'enquête. Irène l'a découvert. Elle avait des lettres, des secrets cachés dans les affaires de sa mère. Elle a confronté Douglas ce soir-là, à l'auberge. « Et Margaret ?» demanda Cradock. « Elle a essayé de protéger Douglas, » dit Meg. « Mais c'est Douglas qui s'est emporté. Il a frappé Irène dans un accès de rage. Elle est tombée et s'est cognée la tête contre le rebord de la cheminée. » Le regard de Miss Marple était calme mais ferme, le coup qui lui a arrêté le cœur. Meg hocha la tête. Margaret, paniquée, lui donna de la belladone pour la faire taire, espérant retarder l'inévitable. Mais c'est l'acte de Douglas qui lui fut fatal. Cradock prit rapidement des notes, les pièces du boîtier, s'emboîtant fermement. « Douglas est-il venu au village récemment ?» demanda Miss Marple. Meg secoua la tête. « Non, il s'est enfui le lendemain. » Cradock soupira. « On va lancer un mandat. Il n'ira pas bien loin. » Miss Marple ferma brièvement les yeux. « La justice est lente, inspecteur, mais elle est sûre. » Quelques jours plus tard, Douglas Pinner fut retrouvé dans une ville voisine, tentant de monter à bord d'un train pour la côte. Il fut arrêté discrètement, le poids de son passé finissant par le rattraper. Dans les semaines qui suivirent, le village retint son souffle tandis que le procès se déroulait. Le rôle de Margaret Ryder fut compris à la lumière de la peur et d'un amour mal placé. Elle fut condamnée avec clémence. Douglas Pinner, quant à lui, subit la pleine mesure de la loi. Pendant tout ce temps, Miss Marple observait silencieusement depuis sa fenêtre. Les deux boucles d'oreilles, en argent en forme de colombe, reposaient en sécurité dans son tiroir, rappelant les liens brisés et le pouvoir de la mémoire. Un après-midi, Meg lui rendit visite à nouveau, plus radieuse maintenant, le premier vrai sourire depuis des mois illuminant son visage. « Merci, » dit-elle simplement, « pour tout. » Miss Marple sourit. « Pas besoin de te remercier, ma chère. Parfois, les histoires les plus difficiles sont celles qu'il faut raconter. » Alors que Meg partait, Miss Marple se réinstalla dans son fauteuil, le soleil de fin d'après-midi projetant de douces ombres sur son tricot. La vie à Little Witchwood ne serait plus jamais la même. Mais comme toujours, cela continuerait. Et sous le calme, Miss Marple savait que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, trouverait toujours un moyen de remonter à la surface.